Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les économistes néoclassiques, nous allons voir Alfred Marshall. En effet, Alfred Marshall, né le 26 juillet 1842 à Bermondsey, Grand Londres, est mort le 13 juillet 1924 à Cambridge, est un économiste britannique, considéré comme l'un des pères fondateurs de l'école néoclassique, qui est l'un des courants de pensée dominants actuels en économie, et l'un des économistes les plus influents de son époque. On va voir maintenant la bibliographie. Alfred Marshall, né à Bermondsey, Londres, son père était caissier à la Banque d'Angleterre. Il suit d'abord des études scientifiques en mathématiques et en physique avant de s'intéresser à la philosophie et à la théorie et à la théologie, s'il vous plaît. Plutôt radical au début de sa carrière, il adhère au libéralisme à la suite d'un voyage aux États-Unis, tout en intégrant une certaine morale dans ses propos. L'économiste, comme tout autre, doit se préoccuper des fins dernières de l'homme. Après avoir enseigné à Oxford et à Bristol, il poursuivit sa carrière de professeur à Cambridge, où il occupa la chaire d'économie politique de 1885 à 1908. Il eut pour élève John Maynard Keynes, qui deviendra son principal critique, et Arthur Pigou. Il meurt à Cambridge le 13 juillet 1924. En 1877, il épouse Mary Patley, économiste avec qui il écrit The Economics of Industry en 1879. Son œuvre, son livre Principes d'économie politique 1890 a rassemblé les théories de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'il a repris d'Antoine-Augustin Cournot et a étoffé d'utilité marginale et des coûts de production dans une logique cohérente. Celui-ci est devenu le manuel économique dominant au Royaume-Uni pendant une longue période. Il a également publié Industry and Trade en 1919 et Money, Credit and Commerce en 1924. Passons maintenant à la question de la valeur. La question de la valeur économique est une question qui occupait les théories depuis très longtemps, puisqu'au 5e siècle, Saint Augustin s'interrogeait sur la notion de juste prix. Avant Alfred Marshall, les deux grandes théories de la valeur étaient celles des économistes classiques britanniques qui privilégiaient une approche macroéconomique, avaient analysé les phénomènes de production et avaient mis en avant la valeur travail. Avec, premièrement, Adam Smith, pour qui le prix d'un bien dépend de la rémunération du travail fourni par l'ouvrier qui le fabrique. Et en second, David Ricardo, qui avait affirmé cette analyse en développant
la notion de travail incorporé, qui englobait non seulement le travail de l'ouvrier, mais également le travail nécessaire pour produire les machines et les outils qu'il utilise. De Léon Walras, plus novatrice, et de l'école marginaliste qui initiait une approche microéconomique et se plaçait résolument au niveau des consommateurs en parlant de la valeur d'utilité. Car pour eux, seule comptait la satisfaction du consommateur. Le prix du bien dépend de son degré d'utilité. Si un bien ou un service est rare, mais jugé très utile par les consommateurs, ceux-ci sont prêts à acquitter un prix élevé. Mais ce degré d'utilité décroît au fur et à mesure que le degré de satisfaction du consommateur augmente. Parallèlement, le prix qu'un consommateur est prêt à payer baisse au fur et à mesure que son besoin est satisfait. Ce qui signifie que quand un bien est produit en plus grande quantité ou quand un service est accessible au plus grand nombre, l'individu attache de moins en moins d'importance et est de moins en moins prêt à payer le prix fort. Ce sont ces deux théories en apparence opposées et inconciliables qu'il a réussi à fondre en une synthèse, car ces deux approches ne sont contradictoires qu'en apparence, et elles sont en fait complémentaires. Les classiques proposent une analyse objective de la valeur en se fondant sur les coûts de production. Les marginalistes privilégient une approche plus subjective en mettant l'accent sur les goûts et les besoins des individus. Pour Alfred Marshall, le prix d'un bien dépend du coût, des facteurs de production et de la valeur que le consommateur est prêt à lui accorder. Et il ne faut pas privilégier une approche plutôt qu'une autre. Pour résoudre ce dilemme, il a introduit la notion de temps dans l'analyse des mécanismes économiques. À court terme, l'utilité l'emporte dans le phénomène de fixation du prix par la recherche de l'équilibre entre l'offre et la demande, lequel s'établit à un prix qui exprime la valeur utilité. Lors de l'introduction d'un produit sur le marché, l'entreprise adapte ses prix en fonction de la demande. Mais sur le long terme, le coût de production devient déterminant, car l'entreprise est obligée d'en tenir compte, et un prix d'équilibre qui se situe entre ce que le marché est prêt à payer au maximum et le prix auquel l'entreprise doit vendre son produit au minimum va correspondre au prix naturel, tel qu'il a été défini par les économistes classiques, en se fondant sur la valeur. Les critiques avaient souligné que le concept d'utilité n'était guère opérationnel en entreprise, beaucoup moins que celui de la valeur travail, car la satisfaction du consommateur était difficile à mesurer. Mais selon Alfred Marshall, ce n'est pas parce que les outils d'analyse n'existent pas qu'il faut faire l'impasse sur la valeur d'utilité. Car dans la réalité, une entreprise ne se lance pas dans la production d'un bien si elle ne pense pas raisonnablement qu'il trouvera pas preneur, soit parce qu'il est trop cher, soit parce qu'il ne correspond pas à un besoin exprimé ou latent. Passons maintenant à l'équilibre partiel d'Alfred Marshall. Alfred Marshall a repris les théories marginalistes et néoclassiques, mais s'est opposé à l'approche de Léon Walras,
Celle-ci est plus empirique et défend l'idée d'équilibre partiel et non général. Pour lui, lorsqu'un marché est équilibré, on n'a pas forcément l'équilibre dans tous les marchés. Maintenant, nous allons voir la loi des rendements non proportionnels. Alfred Marshall a aussi travaillé sur deux aspects contradictoires des travaux d'Adam Smith et de David Ricardo. Adam Smith avait montré que la productivité d'une entreprise augmente grâce à la division du travail. C'était la spécialisation, c'est-à-dire qui permet ce qu'on appellera les économies d'échelle. De son côté, David Ricardo, en examinant le cas particulier de l'agriculture, avait mis en évidence le fait que les meilleures terres sont cultivées en priorité. Mais la population augmentant, il faut défricher de nouvelles terres dont la productivité est moindre. La nature impose donc des limites à l'activité humaine. C'est la loi des rendements décroissants, énoncée pour la première fois par Turgot. Alfred Marshall cherchait à construire un modèle théorique applicable à un champ d'application général. Il ne pouvait donc se satisfaire des lois assorties d'exceptions ou de lois ne s'appliquant qu'à des cas particuliers. Pour lui, une entreprise est soumise simultanément à ces deux lois. Elle cherche à améliorer sa productivité par une meilleure organisation du travail, mais se heurte aux limites du monde physique ou de ses ouvriers. Ces rendements sont d'abord croissants, puis décroissants. C'est la loi des rendements non proportionnels. On va voir maintenant l'interventionnisme de l'État. Alfred Marshall s'est aussi penché sur la question de savoir comment une subvention ou un impôt pouvait influer sur le degré de satisfaction des consommateurs. À l'encontre de son élève John Maynard Keynes, qui pensait que l'intervention massive de l'État était importante pour lancer l'activité économique en temps de crise, Alfred Marshall, ardent défenseur du laisser-faire, laisser-passer, pensait que l'intervention de l'État n'était bénéfique que pour encourager les productions rentables et était contre-productive pour les activités en perte de vitesse qui ne devaient pas être soutenues inutilement. Croyant aux vertus de la libre concurrence, il pensait que les entreprises devaient subir une sorte de sélection naturelle afin que seules subissent celles qui étaient capables de s'adapter au marché. Pour réussir alors qu'elles subissent la loi des rendements non proportionnels, elles doivent être capables de dégager en priorité des économies internes, d'augmenter leur production et d'accroître leur part de marché, avant de bénéficier d'apports externes. La disparition d'entreprises concurrentes leur permet de développer naturellement leur activité sur le marché. On notera cependant que Marshall a évoqué de possibles défaillances du marché, abandonnant progressivement les hypothèses de concurrence pure et parfaite afin de s'intéresser et de raisonner en termes de concurrence imparfaite. Quelques autres idées. Maintenant, il fut réticent devant l'importance croissante du pouvoir syndical, qui, pour défendre les intérêts des ouvriers, menace de bureaucratiser la société et d'entraver la libre entreprise en imposant des règlements sociaux trop rigides. En revanche, il était très favorable à la généralisation de la formation afin de réduire le nombre d'ouvriers non qualifiés.
Ils pensaient que seule la formation pouvait réellement améliorer leur bien-être par de meilleurs salaires et par la valorisation de leur position sociale. Il est celui qui a introduit la notion du surplus dans la science économique. Alfred Marshall développe l'équation de Cambridge qui propose une alternative à la théorie quantitative de la monnaie. L'utilisation des mathématiques est présente chez Alfred Marshall. Quoique faibles, les mathématiques sont, selon lui, un outil pour comprendre les concepts et les mécanismes économiques, mais ne peuvent surpasser l'analyse littéraire. Elles servent à illustrer et doivent donc rester rudimentaires, devenant autrement vite illisibles. Mais surtout, l'économie n'est pas une science mécanique, et selon lui, se rapproche plus de la science de la vie, étant organique et suivant une dynamique historique. C'est ce qu'il rappelle dans la préface de la 4e édition des principes d'économie politique et dans le premier tome. Passons maintenant à la conclusion. Dans les principes de l'économie politique, Alfred Marshall a défini la tâche de la science économique. 2 points. Nous devons étudier l'humanité telle qu'elle est. Nous ne devons pas construire un monde irréel, tel qu'il devait être. Pour lui, l'idéal était de bâtir une théorie qui rende fidèlement compte de cette réalité, si complexe et réfractaire à toute réduction, qu'il est important que la science économique ne soit jamais une science figée par les dogmes, et que toutes les critiques et doutes puissent s'exprimer, car de cette façon, ils seront salutaires. Enfin maintenant, nous allons voir une citation. L'économie politique ou l'économie est une étude de l'humanité dans l'activité ordinaire de la vie. Elle étudie ce qui dans l'individu ou l'action sociale est relié à la recherche et à l'utilisation des moyens matériels nécessités par le bien-être. Voyons maintenant les publications. 1. The Economics of Industry, 1879. 2. Principles of Economic, 1890. Ils ont été traduits en français en 1906 sous le terme principe d'économie politique, ce qui dans une perspective historique peut poser problème car le livre constitue dans le monde anglo-saxon le moment de basculement entre les thèmes économie, politique et économie. Ensuite maintenant, Industrie and Trade, 1919. Enfin, Money, Credit and Commerce, 1924. J'en ai terminé et je vous en remercie.